Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc, on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets, et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures, parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh, si. C'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard, et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que ce n'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir.
j'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple, si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais, la main sur le cœur, et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse. Et donc, ce que, pour ma part, je souhaite construire, ce que, au nom du peuple français, puisque vous m'avez dit que je remettais mon costume, je suis prêt à m'engager à faire, c'est d'abord ce travail de reconnaissance. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites dans le rapport, et donc moi, je suis prêt à ce qu'on continue à s'engager pour qu'il y ait un travail d'historien, de scientifique partagé, et pour que surtout, on fasse quelque chose qui, à mes yeux, est très important, et qui va dans votre sens, mais qui est, je pense, plus fécond que simplement un président qui dit un jour pardon, parce que ça ne réglera pas tout. C'est de dire cette politique de reconnaissance, elle doit mettre en place et commencer un processus inexorable de mémoire et d'histoire qui vise à documenter ce passé sous toutes ses formes et à en écrire l'histoire partagée. Et à permettre à des historiens du continent africain, du continent... Pardon ? Oui, vous êtes plusieurs à l'être ici. Du continent africain, du continent européen, à travailler ensemble, à faire œuvre de vérité et à donner un contenu historique et scientifique à ce travail de reconnaissance. Et à pouvoir, dans l'éducation qui est faite à nos enfants, retracer la vérité. Je le dis parce que je viendrai après à la partie émotion. On a eu tout à l'heure cette discussion, et ce dont on parle est fondamental. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui manipulent notre histoire. Il y a beaucoup de puissances qui ont été coloniales à l'égard de l'Afrique, qui veulent faire oublier qu'elles ont été elles-mêmes des puissances coloniales, et qui disent la France, c'est terrible, regardez ce qu'ils vous ont fait. Ils ont fait partie de cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une politique, beaucoup de puissances qui sont dans une politique de prédation à l'égard de l'Afrique, et qui veulent juste cette politique de pardon pour écrire une nouvelle page qui est celle d'une nouvelle exploitation. Ce qui a de sens, ce n'est pas pardon et oubli qui va avec, et en quelque sorte faute dont on se serait débarrassé. C'est politique de reconnaissance, travail d'historien et historiographique, rapport à la vérité pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais pour écrire une histoire commune qui soit enseignée de part et d'autre, de nos rives à nos enfants. Et nous avons ce travail à faire en France parce que nos enfants n'ont pas encore des programmes dans les livres d'histoire qui disent tout cela, cette histoire.
Et donc ça a commencé, on le sait, il y a un très gros travail qui a été commencé, mais il faut le parachever, il faut aller au bout de ça. Et qui n'est pas un travail, j'entends souvent ça, de honte de soi ou de repentance, comme on dit. Non, qui est un travail de vérité. Il n'y a pas de fierté sans vérité. Sinon, il y a des mensonges. Donc moi, je suis extraordinairement fier d'être français, comme vous êtes fier d'être africain, et je le suis d'autant plus que je veux qu'on assume la vérité de tout notre passé, de tout ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, c'est ce travail qu'on doit faire et qui doit aussi ensuite se retranscrire dans les manuels des enfants, des adolescents en Afrique. Parce que sinon, aujourd'hui, le risque qu'on court, c'est qu'il y ait en quelque sorte une forme de contre-histoire ou plutôt une autre narration de mensonges qui viennent encore compliquer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train aussi d'expliquer aux jeunes Africains quelque chose qui n'est pas non plus leur histoire et qui n'est pas davantage la vérité. À côté de ça, ce que vous avez témoigné, moi je le respecte profondément, c'est une émotion. C'est une volonté de changer, c'est des colères, des impatiences, ce qui montre que ce rapport à la vérité n'épuise pas tout. Parce qu'on a très longtemps refoulé les choses. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait un travail, vous l'avez proposé à plusieurs, mais c'est qu'il y ait un travail aussi artistique qui soit fait d'opinion publique, qui ne soit pas qu'historique, mais qui dise comment des artistes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, disent leur part d'espoir, mais mélangée en quelque sorte à la cruauté de la situation actuelle, mais que cette relation, elle puisse aussi être dite dans son indignation et ce passé qui ne passe pas par des artistes et par la jeunesse. Et que nous-mêmes, dans les projets qu'on finance, on accepte, comme on l'a fait dans la saison Africa 2020, je veux vraiment remercier Ngone Fall qui a beaucoup contribué à ça et qui l'a porté, mais qu'on continue ce travail. Parce qu'il dit quelque chose de la relation qui n'est pas épuisée dans le travail de l'histoire, mais qui est aussi une parole d'indignation, de colère, et qui est une parole aussi d'invention. C'est comme ça qu'on traduira les choses. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire de manière très concrète par rapport à la marmite, par rapport au pardon, par rapport à la reconnaissance et à la promesse. Mais ce que je dis à travers l'histoire et la création, c'est le lien que je fais entre, le très beau lien que vous avez fait entre penser avec un E et penser avec un A. Il faut aider à penser, donc avoir un rapport à la vérité. Mais il y a des choses avec lesquelles la vérité ne suffit pas, il faut aussi s'engager humainement. Après, vous m'avez posé d'autres questions très concrètes, donc je vais y aller, puisqu'elles rejoignent celle d'Arthur. Coopérer avec les dictatures, il faut que vous me soyez plus précis. Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer? Ouais. Sans filtre. Monsieur le Président, c'est vous le Président. Ah oui. Mais c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher. On entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous... Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi. Tu veux dire, Achille, peut-être Achille pourrait dire quelque chose sur ce sujet aussi. Je vais répondre, Alors, ne vous inquiétez pas. Attends. Mais peut-être vous pourriez... On va. Alors, allez-y Achille, peut-être tous les deux, mais je trouve que ce serait intéressant que Achille Mbembe nous dise aussi. Alors peut-être, on va essayer de respecter... On a pris le pouvoir, c'est fini. Oui, vous avez non, plus mais c'est ça. Alors, de toute façon, c'est le sommet. Non, mais il a raison. Le 11 juin. On va essayer de respecter l'ordre, puisque tout à l'heure, c'est Lovarinel qui doit s'exprimer et s'adresser au président de la République, mais Aliou juste après. Voilà.
Vas-y. Alors, d'accord. Allez-y. Ça marche pas encore. C'est tombé. Non, 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 président. Celui-là, il marche. Bon, Celui du président marche toujours. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Aliou Ba, africain de la République de Guinée. Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les Africains, tous les Français et tous les Guinéens qui sont dans cette salle. Alors, pour aller dans le même sens que mon ami Cheikh, Monsieur le Président, je perçois ce sommet comme étant le sommet de la clarification sur certains sujets qui sont très sensibles et qui cristallisent l'attention de l'opinion publique africaine et française par endroits. Peut-être que nous n'avons pas la même perception de ce qu'on appelle régime démocratique, parce qu'il me semble qu'il suffit de s'adosser sur des lois et ce qui est légal pour considérer un régime démocratique, étant donné que nous sommes tous d'accord qu'il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité pour que nos actions portent. C'est vrai qu'il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat parce que ça ramène de l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, Monsieur le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subversives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce que habituellement, ce qui arrive, Monsieur le Président, on utilise beaucoup de la subtilité politique dans le langage. Aussi longtemps qu'on va continuer de traiter cette question au cas par cas, comme on le dit en Afrique, selon la tête du client, on ne s'en sortira pas. Ne voyez pas le Tchad différemment que le Mali, que la Guinée, que la Côte d'Ivoire. Sur cette question-là, traitons-la de façon transversale. Autant vous vous êtes prononcé sur les questions de droits de l'homme, il y a des valeurs que nous avons en partage, les valeurs universelles. Le droit à l'alternance, c'est quelque chose qui représente ce qu'on appelle l'oxygène de la démocratie. Peut-être que ça ne se réduit pas à une histoire de nombre de mandats. Vous allez peut-être dire que nous sommes, bien entendu, disposés à pouvoir gérer nos lois, définir le nombre de mandats. Nous sommes d'accord de tout ça. Mais encore une fois, je le réitère, il n'y a pas d'amalgame dans notre démarche. Il ne s'agit pas de dire à la France, empêchez que tel le fasse. Nous le ferons nous-mêmes, nous n'attendrons personne pour le faire à notre place. Nous continuerons de le faire. Mais n'en faites pas des partenaires selon les cas en rapport avec soit des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques, des intérêts militaires ou des choses comme ça. C'est ce que l'Afrique ne comprend pas et admettez avec nous que cette subtilité entretient la suspicion. Et ce que nous voulons rebâtir à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, la confiance mutuelle, elle est fondamentale. Mettons de côté tout ce qui peut entraîner le préjugé, la suspicion, les petits calculs. Certes, c'est politique, mais des questions de ce type, nous, Africains, nous voulons que vous vous positionnez comme étant un partenaire qui travaille, un partenaire des peuples africains, non pas un partenaire des syndicats de dirigeants africains. Voilà ce que nous avons voulu exprimer et je viens en appui avec ce que Cheikh va dire. Alors, Monsieur le Président, pour aller dans son sens, je vois très bien la question que vous allez essayer de nous demander. Comment on fait qu'on n'a pas de dirigeants? C'est pour ça que nous avons insisté sur le rôle de cette société civile. Dans les pays où vous allez sentir la jeunesse
rejeter des tripatouillages de textes dans des pays où vous allez sentir qu'on lutte contre la dictature. Dans ces pays-là, il y a des partenaires. Ils ne sont pas forcément des partenaires officiels, mais il y a des partenaires. Parce que, comme l'a dit Aliou, je suis tout à fait d'accord avec lui, il ne s'agit pas de faire la lutte pour nous. Il ne s'agit pas, en punissant des dirigeants, de punir le peuple, mais il s'agit de trouver des alternatives. Et la société civile, ici représentée d'ailleurs, c'est votre esprit, c'est pour ça que vous nous avez convoqués. Il faut que cette société civile-là soit une alternative crédible quand on aura en face de nous des dirigeants. Il faut vous positionner clairement contre ceux qui tripatouillent des textes. Ça, la position claire de la France sur ce point serait quelque chose de positif pour l'avancée de la démocratie sur le continent. Je vous remercie. Peut-on rendre le micro au président? Comme apparemment c'est le seul qui fonctionne. Bon, alors, je crois que les jeunes, ils se sont exprimés le plus clairement possible. Peut-être faut-il demander au président s'il les a entendus. Après quoi, je peux faire un commentaire. Il est très fort. Non, c'est très... La manière dont vous l'avez dit, moi, me va très bien. Je ne crois jamais avoir été ambigu quand il y a eu des tripatouillages constitutionnels. Si vous faites référence à la... Non, allez-y. La Guinée, on peut y aller, alors on va le faire ensemble. Hein. Non, mais... Non, mais allez-y, alors, président, poursuivez. Y compris. La Guinée, pardon, mais qu'est-ce qui s'est... Je vais parler de la... Donc, j'ai noté Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. On va y aller. Congo, d'accord. Oubliez dans ta liste. Alors, tous les présidents dont vous parlez, pour reprendre ce qui a été dit, regardez l'agenda bilatéral de la France et je vous invite à regarder justement les projets d'investissement solidaire. Ce sont tous les pays où nous avons bougé des gouvernements aux ONG ou à la société civile de manière drastique. Après, il y a plusieurs pays qui ont eu des cas différents. Le troisième mandat dans votre pays, je l'ai condamné avant, au moment de l'élection, après. Je l'ai condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Non mais alors après, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne vais pas faire d'intervention ou d'ingérence, vous l'avez très bien dit vous-même, et vraiment, moi, j'ai rien à reprendre à ce que vous avez dit. Et on a ensuite beaucoup réduit la coopération de gouvernement à gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres, ce qu'on a fait à chaque fois. Sur le coup d'État, comme vous avez pu le noter, on a soutenu la position de la CEDEAO et de la région. Deuxième cas, le cas du Tchad. Le Tchad, c'est une situation très différente. Le Tchad, on est dans une situation où un président se fait tuer et où la Constitution prévoit une transition. Le président de l'Assemblée nationale dit « cette transition se fait avec telle personne » et comment ça se passe? Là, la première chose qu'on fait, c'est comme ça que ça s'est fait, constitutionnellement. Et donc, la première chose, c'est que vous êtes dans un pays où il y a la guerre au nord et au sud et qui est, comme beaucoup d'autres pays, perclus du risque terroriste. Ce que nous demande l'Union africaine à ce moment-là, c'est de rester et de protéger. Mais je l'ai dit très clairement, la France reste militairement parce que c'est une demande du Tchad. 2, il y a une situation de transition et donc on appuie la transition qui est guidée par l'Union africaine. Et j'ai même eu cette formule avec le président en exercice de l'UA, le président Tshisekedi, c'est une transition, pas une transmission. Et donc, on est là pour aider un processus politique qui est prévu par une constitution, qui a été adaptée par les parties prenantes et qui est sous supervision de l'Union africaine. Donc là-dessus, troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique ». Ce que fait Ado. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public,
j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi. Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Ces situations ne sont pas comparables, ce ne sont pas les mêmes. Sur le Mali, enfin. Au Mali, il y a un coup d'État militaire qui a été fait. Un coup d'État militaire, on le condamne à chaque fois par principe. Parce qu'il y avait un président qui était élu par le peuple. Là, formellement, c'est la distinction qui était très juste que vous avez faite entre la légalité et la légitimité. S'il avait eu toute la légitimité, le coup d'État n'aurait pas été soutenu par le peuple. En tout cas, il n'y a pas eu d'embrasement populaire contre. Et donc, nous avons condamné le coup d'État, mais on a accompagné la CEDEAO. Et donc, on a dit, ce qui nous est demandé, c'est un État souverain qui a demandé à la France, je n'étais pas président à l'époque, d'être présent pour lutter contre le terrorisme. Et donc, pour être très clair, je vais répondre du coup de manière incidente sur les bases. Jamais, en tant que président, je n'ai maintenu ou créé une base militaire qui ne soit pas à la demande d'un État souverain. Jamais. Et donc, je le dis aussi très clairement parce que c'est l'honneur de nos soldats dont je parle. Moi, vous savez, je vous regarde dans les yeux, on a un dialogue. Mais j'ai le même dialogue dans les yeux avec des mamans et des papas qui n'ont jamais saoulé le sol de vos pays et dont les enfants sont morts pour votre sécurité. Parce que c'est ça la réalité aussi. Et parce que, en 2013, quand le président Hollande décide de l'opération Serval puis Barkhane, quand moi je décide de maintenir l'opération Barkhane, parce que des dirigeants démocratiquement élus me le demandent, parce que tous les dirigeants de la région me le demandent, parce que la CEDEAO me le demande, c'est pour que ces États ne tombent pas à la main des djihadistes. Et je vous le dis de la même façon, et vous le savez, Adam, comme moi. Si l'armée française n'avait pas été là, ce ne serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient pris Bamako. C'était les terroristes qui le prenaient en 2013. C'est ça la réalité aussi, et je suis obligé de vous la dire. Donc la question, moi je pense que simplement, notre vocation n'est pas de rester dans la durée. Mais il ne faut jamais oublier qui nous demande de venir, pourquoi on est là et dans quel cadre. La France ne s'installe pas contre des États africains, contre des dirigeants qui sont démocratiquement élus. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité dans un contexte où le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, est là. Après, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé d'enclencher ça au Sahel, je pense que nous n'avons pas vocation à rester. C'est pour ça que nous sommes en train de fermer des bases au Mali. Et vous le savez très bien. Parce qu'à Tessalit ou à Kidal, je pense que notre travail, ça n'est pas d'avoir des bases militaires françaises qui sont là, parce que l'État malien doit avant tout revenir et faire un travail administratif et autres. Mais ça, c'est une responsabilité que je renvoie à vos dirigeants. Parce que moi, je ne veux pas la prendre. Ce n'est pas moi qui vais faire l'école, ce n'est pas moi qui vais faire la police, ce n'est pas moi qui vais faire la justice à Kidal ou ailleurs. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on retire les bases militaires le plus vite possible. Mais ça suppose un travail qui est un travail, d'une part, de retour d'États forts qui prennent leurs responsabilités et qui remettent les services publics, et de projets, justement, d'investissement qui permettent de redonner des opportunités aux jeunes pour qu'ils ne se tournent pas, dès que les groupes terroristes reviennent, vers le pire. Et donc, c'est ça ce qu'on essaie de faire sur le terrain, méthodiquement, mais chacun va devoir prendre sa responsabilité. Mais mon objectif, c'est bien celui-là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des bases pour toute éternité sur le sol africain. Ça n'est pas la vocation de la France. Et la France, elle n'est là que pour lutter contre le terrorisme. Elle n'est jamais là pour soutenir tel ou tel régime. Je vais être clair avec vous. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais finir juste, parce que si on va au bout du raisonnement, la difficulté à laquelle on est confronté, je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est de savoir comment les valeurs démocratiques que vous portez, que vous défendez, redeviennent des valeurs en quelque sorte effectives, comme dirait Simone Veil, dans les sociétés africaines, là où une forme de légalisme l'a emporté sur leur effectivité et sur la réalité démocratique dans trop d'endroits. Et c'est vrai que ces dernières années, elles ont été cruelles pour nous tous. D'abord, moi je ne peux pas être celui qui dicte la légalité en Afrique.
Ça a été parfois fait par des présidents. Non mais, et vous, c'est pas ce que vous m'avez demandé, je vous en remercie, mais je le dis très clairement. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a besoin, c'est de, en quelque sorte, réafricaniser ces valeurs universelles. Et là-dessus, vous jouez un rôle très important et vous l'assumez. Et ça, je vous en remercie. C'est qu'aussi longtemps que c'était un président de la République française qui disait « pas plus que 2 mandats », je me disais « qu'est-ce qu'il vient nous raconter la vie ? Il n'y a pas de leçon à nous le donner ». Quand ce sont des jeunes, ou moins jeunes, mais quand ce sont les sociétés civiles qui disent « nous, on ne veut pas plus de 2 mandats parce qu'on a besoin de l'alternance », ça a un autre sens. La question, c'est comment on vous aide à ce que ce soit effectif. Moi, je crois très profondément que là, on a besoin d'aider le continent africain à travers ses organisations régionales et l'Union africaine, et donc la CEDEAO comme ses homologues, et l'Union africaine, à défendre et à porter cela et à faire la pression des pairs pour faire céder, en quelque sorte, tous ceux qui ne respectent pas. Donc ça veut dire, 1, que toutes ces organisations bloquent au maximum les non-alternances, qu'elles soient beaucoup plus dures avec ceux qui ne respectent pas les choses, et qu'elles soient aussi exigeantes avec les transitions pour qu'ils respectent les délais qui sont donnés et l'alternance politique. Et donc, quand il y a des transitions qui mettent tout le monde en prison pour pas qu'il y ait d'élections faites, là, c'est aux organisations régionales de pousser et nous de les aider. Et de la même manière, parce que plusieurs me l'ont évoqué, sur le plan militaire, moi, je suis favorable à ce qu'on ait des organisations, des opérations de maintien de la paix africaines portées par les organisations régionales, soutenues par les Nations Unies et financées par les Nations Unies. Je l'ai défendu il y a 3 ans avec le secrétaire général des Nations Unies à New York. Donc c'est ça la solution, c'est d'aller vers ce chemin où les organisations régionales et l'Union africaine sont porteuses des solutions et démocratiques et sécuritaires par une pression des pairs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'utile? Accompagner ces organisations, les aider par nos financements. Non, les organisations régionales, dans ces politiques. Et 3, le faire aussi en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Après, le rapport propose quelque chose qui est complémentaire à tout ça, qui est de dire comment, dans chaque pays, on aide les alternatives démocratiques à émerger. Et c'est ça ce que j'entends de ce que vous me dites. L'alternance, c'est la vie démocratique qui l'a créée. Mais comment on crée les conditions de l'alternance? C'est-à-dire permettre à des femmes et des hommes qui pensent autrement d'émerger, d'avoir accès à des moyens, de pouvoir défendre leurs idées de manière plus équitable et de les porter. Et ça, c'est l'idée du fond. Et donc le fond, je souhaite qu'on y aille. Et donc le fonds de financement de la démocratie, on va le porter, mais tout est dans la méthode. Parce que c'est une idée qui a été proposée plusieurs fois. Ce fonds, il doit être... Nous, on va le financer, mais il ne peut pas être un fonds au service de la diplomatie française. Parce que si, à la seconde où c'est un fonds qui est à la main de la diplomatie française, soit les dirigeants vont dire « bon, bah, tu formes tous mes copains », soit ils vont dire « pourquoi tu t'immisces dans la vie politique africaine en finançant mes opposants ?» Et donc, il faut que la gouvernance de ce fonds, elle soit en quelque sorte indépendante. Et donc, qu'il y ait un comité scientifique, je dirais un comité démocratique, avec des experts africains qui orientent les choses. Et donc, à cet égard, la proposition qui est faite, c'est très clairement une révolution en termes de méthode, c'est-à-dire de financer ce fonds, d'avoir une indépendance dans la sélection des profils et d'aider à faire émerger les alternatives démocratiques. Ça, je veux qu'on y aille. Et donc ça, on va le faire, on va le mettre en place, mais vos ennuis ne sont pas terminés. Je vais vous engager dans la gouvernance de ce fonds et dans ses règles. Et donc moi, si Achille est prêt à le faire avec tous ceux qui, dans son équipe, ils sont prêts, mais si les pépites que vous êtes sont prêts avec la même exigence à le faire, en quelque sorte, ne me donnez pas un chèque en blanc aujourd'hui, si je puis dire. Je vous dis, je suis prêt à avancer. Mais soyez les garants du bon fonctionnement de ce fonds de financement, justement, de la démocratie, en regardant si les règles sont bien maintenues et comment on le fait sur le terrain. Mais allons-y. On va refermer ce chapitre. Alors, peut-être Adam, oui. Monsieur le Président, Adam voulait juste réagir rapidement. Oui. Pour Adam et pour le Président, réaction vraiment rapide. 30 secondes. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence
de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire, nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça. Arrêtez ces discours paternalistes. Dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux. Nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous ne pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On ne va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur, vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. Ce n'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, Adam. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Absolument. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit « ils devraient rester là militairement, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail ». Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'État. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Parce que je vais être clair avec vous, je partage totalement la finalité. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je n'ai jamais envoyé l'armée française contre un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan, ce qui a été fait en Libye. C'est la grande différence avec le Sahel. Refermons le chapitre. Monsieur le Président, on va refermer le chapitre. On va s'intéresser maintenant, puisque ce nouveau sommet Afrique-France est porté par de jeunes Africains. On a entendu les voix, la sincérité, la détermination, porté également par
les Français d'origine africaine, donc cette diaspora. Je passe la parole à Lovarinel. Merci Claudie. Moi, je voulais vous interpeller. On parlait dans le rapport d'Achille du nouveau narratif qu'il faut construire ensemble. Il se base sur des imaginaires et on l'a vu tout à l'heure. Il y a des mots qui font mal. Il y a des mots qui humilient. Il y a des mots qui blessent. Moi, je veux parler des mots qui construisent, ceux qui rapprochent, ceux qui font avancer, ceux qui nous mettent en perspective. J'en ai deux en l'occurrence. C'est la diaspora, c'est la binationalité. Monsieur le Président, je crois et je pense que ici, on le sait, à l'Assemblée nationale en 2017, on n'a jamais eu autant de députés issus de la diaspora en France. Ils sont là, je voulais les saluer, parce que je l'ai vécu comme une belle histoire. Je parlais de revanche tout à l'heure, on commence à y être, mais ce n'est pas fini. Ils sont le fruit d'un vote populaire. Moi, je vous interpelle sur votre capacité de décision, la vôtre. À quand des ambassadeurs issus de la diaspora? À quand des chefs, des patrons de radio publique, de médias publics françaises issus de la diaspora? À quand les directeurs de musées, des théâtres, des centres culturels issus de sa diaspora? Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, on en a parlé. Notre africanité française nous lie. Vous ne pouvez pas nous mettre de côté. Alors j'ai plusieurs solutions pour écrire ce narratif. C'est de faire ensemble les premières assises de la diaspora. On va se rencontrer, on va se chercher, on va se trouver. Vous avez besoin de nous, on est là. Et je tenais à vous rappeler qu'on est toutes ces personnes qui sont là veulent s'inscrire dans ce lien important. Et je voulais vous entendre sur ce sujet, Monsieur le Président. Merci. Non, merci infiniment. D'abord, merci d'avoir rendu hommage aux parlementaires qui sont là et qui, en effet, sont le fruit de... Ils ont chacune et chacun leur histoire personnelle, mais avec le Burkina, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et beaucoup d'autres pays. Et ils ont leur histoire et ils portent une part de ce qu'est notre identité. Parce que j'aime à le dire, cette identité, c'est un récit. Et il continue de s'écrire. Ensuite, j'ai ma voisine de droite qui fait partie de cette aventure. Et pour la petite histoire, on a fait la première réunion des diasporas. C'était en 2019 ou 2018 ? En 2018, pour la première fois à l'Élysée, on a rassemblé les diasporas et on a tenu un dialogue avec le président du Ghana, qui, même si ce n'est pas un pays francophone, parle un français parfait, a été avocat en France. Et donc, ensemble, on a parlé aux diasporas. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la découverte de ma voisine de droite, Elisabeth. C'était mon Adam à l'époque. C'est vrai. Non, mais c'est-à-dire c'était la même sincérité, le même... Et après, on n'a pas perdu de vue. Et elle a accepté de venir avec son regard, son histoire qu'elle a racontée tout à l'heure, pour apporter au collectif du gouvernement. Et alors, vous avez raison, on ne nomme pas assez de femmes et d'hommes qui sont de la diaspora, binationaux, français issus de l'immigration, mais qui font vivre la relation. On est en train de commencer à faire changer, c'est trop timide. Dans le réseau diplomatique, Monsieur le ministre, je crois qu'on en a un ou deux, c'est pas génial. Il y en a même qui sont, que je connais bien parce qu'on était en classe ensemble. Je peux dire, ça c'est les hasards de la vie. C'est pas suffisant, puis on n'arrivera pas à en faire... Donc ça, on doit s'améliorer sur le réseau diplomatique. On a à l'AFD commencé à changer les choses. On a fait monter de plus en plus de monde qui, justement, représente et porte ce visage de la diaspora. On l'a commencé dans les institutions culturelles, en particulier ces derniers mois. Pape n'est pas là avec nous, mais Pape Ndiaye a été, justement, je crois, et à Chaillot aussi. Donc on a des chorégraphes, on a maintenant des patrons de musées, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on a des nouveaux visages qui sont en train d'arriver, il faut le démultiplier. Donc là, il faut y aller à fond. Donc on est en train de constituer un vivier, mais vous pouvez compter sur moi, on va le faire. À cet égard, j'achète totalement votre idée d'assise, si je puis dire. En tout cas, on y va. Je pense que c'est une très bonne idée. Et faites la même chose que ce qu'on fait là. Je trouve que les assises devraient aussi continuer à inviter les jeunesses du continent africain pour que ce dialogue ne se rompe pas. Parce que je trouve que... Enfin, moi, le message que j'ai à l'égard des jeunes qui sont de la diaspora en France, c'est que
Pendant beaucoup de décennies, je pense qu'on vous a plutôt expliqué qu'il fallait vous excuser de ne pas être totalement français. Vous êtes totalement français. La France, elle s'épouse. La France, elle s'épouse par ses valeurs, son histoire, sa langue. Et en quelque sorte, on vous a rentré dans l'esprit quelque chose d'ailleurs qui est un problème dans la relation avec le continent, qui serait que ce serait un moins d'être de la diaspora. C'est une énorme erreur. C'est un plus pour vous et pour la France. Et c'est une chance par tous les liens qu'il y a. C'est une chance par la possibilité, justement, de rebâtir des ponts, de construire des histoires individuelles, de mieux comprendre ou de mieux porter tel ou tel message, et de pouvoir aussi, parfois, réparer ce qu'on peut réparer, aider à nettoyer cette fameuse marmite, et à bâtir de manière beaucoup plus positive, parce que c'est des histoires communes. Et moi, je pense que notre diaspora, c'est une chance. C'est une chance pour ce qu'on a à faire en France, et c'est une chance aussi pour nous aider à réussir cette aventure avec l'Afrique. Donc oui pour ces assises, mais oui pour continuer aussi ce dialogue, si je puis dire, au-delà d'un simple dialogue français. Et oui pour les nominations. Monsieur le Président, on a convoqué l'histoire. Celles et ceux ici présents ont souhaité rappeler les épisodes douloureux, rappeler que finalement les résidus nocifs de ces épisodes-là, et en particulier pour les diasporas, ce sont les discriminations protéiformes, violentes, douloureuses. Vous disiez, mais vous n'avez pas à vous excuser d'être français, vous n'êtes pas des Français totalement à part, vous êtes pleinement français, vous devez prendre votre part de francité. Et pourtant, on voit bien toutes les discriminations. Et puis, au moment où vous avez cité cette expression, issue de l'immigration, j'ai pensé à Jean-Paul Sartre, qui disait que pour changer les choses, parfois il faut changer les mots, cela permet de faire évoluer le regard des uns sur les autres, et forcément, dans un temps peut-être un peu plus long, les imaginaires. Alors là encore, peut-être que ces terminologies-là, issues de l'immigration, la promesse républicaine s'émancipe normalement de la couleur de la peau, de la religion, de l'origine sociale et de tout ça. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. On allait recommencer un débat avec le président. Amina. Mais écoute Claudie, merci, parce que c'est une excellente transition au point que j'allais vous faire, Monsieur le Président. Moi, je suis marocaine. Peut-être, Amina, que tu te présentes. C'est ce que j'allais faire. Ah, d'accord, pardon. Moi, alors, on me dit le temps, moi, le temps, je m'appelle le temps. Amina, je suis marocaine, africaine, issue pur produit. Pur produit de l'enseignement français à l'étranger, donc de ces France qui perdurent en Afrique, de ces France dont on est très fiers, mais de ces citoyennetés bancales, un peu à moitié. Je n'ai pas encore le droit de vote en France, je l'aurai peut-être un jour, je le souhaite, mais de ces citoyennetés, de ces mobilités qui vous font un peu réfléchir. Et moi, Monsieur le Président, j'avais envie de vous interpeller sur une question très simple. Il y a les migrations, certes, mais il y a aussi les mobilités, et ce qui les constitue. Et les mobilités, c'est aussi de l'argent, des capitaux, des flux économiques concrets. Et par là, j'entends les transferts de fonds des diasporas, qui constituent une gigantesque manne financière, des fois 2 à 3 fois supérieure à l'aide au développement. Ces transferts continuent de faire l'objet de commissions étouffantes par le secteur privé, qui peuvent aller jusqu'à 9% pour l'Afrique subsaharienne et qui ont été complètement trustés par ce secteur. Et sinon, ces transferts s'enterrent dans des réseaux informels qui ne sont ni sûrs, ni garants d'une reconnaissance concrète de l'activité économique de ces diasporas. Alors, Monsieur le Président, ici, il ne s'agit pas de gérer la monnaie des autres, loin de là, mais de permettre aux diasporas africaines de participer au nouveau modèle économique et d'émergence de leur pays. Si vous dites vouloir mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle relation, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des citoyens économiques à part entière, ayant elles aussi un vrai guichet public, des maisons des diasporas pour les accompagner? Plus encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, le débat public en France sur la question migratoire soit truffé de contresens, de fausses vérités basées sur des faux chiffres, d'approximations, de jugements de valeur? Là, on pourrait y répondre par la donnée. Pas simplement celle du solde migratoire. Monsieur le Président, nous souhaitons voir émerger un réseau parapublic ancré dans tous les territoires français, destiné à l'accueil, l'accompagnement, la rencontre avec les locaux et consacrant la citoyenneté économique des diasporas. Proposez-leur un véhicule de transfert de fonds opéré par l'État et en lien avec les réseaux locaux. Faites que ces guichets publics soient un vrai relais d'une nouvelle politique publique de co-développement. Faisons que l'État puisse enfin aider les aidants, comme il le fait si bien sur sa protection sociale. Que ça soit une option viable, qui soit
non plus laisser pour compte face aux acteurs privés ou à l'urgence imminente de se digitaliser pour se faire une place. Et grâce à ce réseau et dans une logique d'open data, on pourrait enfin collecter des données concrètes sur cette activité économique des diasporas, sur ce qu'elles apportent, ce qu'elles renvoient, sur cette mondialisation qu'elles construisent et qu'elles le font dans un monde qui est encore aujourd'hui bien trop alternatif. Et surtout, on pourrait donner au débat public français, qui en a grandement besoin, des cartes en main pour se parler sereinement. Alors si pour s'écrire des lettres, Monsieur le Président, on a encore la poste, pour s'envoyer des fonds, comment on fait ? Alors, plusieurs points. D'abord, je partage totalement ce que vous avez dit. Peut-être pour rétablir quelques vérités sur les migrations, il ne faut jamais oublier que l'Afrique est un continent de migration permanente et que l'essentiel des migrations sont intra-africaines et elles sont beaucoup plus d'est en ouest et du centre du nord vers le sud qu'autre chose. Donc quand on regarde les mouvements et qu'on dézoome, si je puis dire, c'est faux de penser que tout vient vers le nord, toute petite part. Deuxième point, on est tous hypocrites sur le sujet des migrations. Le débat, il faut qu'on arrive à pas simplement l'apaiser, mais moi j'aime bien votre approche par les chiffres, c'est ce que j'ai tenté de faire aussi en disant qu'il faut qu'on ait un débat chaque année sur des chiffres objectivés, mais il y a plusieurs natures de migration. Il y a des migrations subies et des migrations choisies, vraie différence. Il y a des visas qu'on donne parce qu'on choisit, pour développer son entreprise, on a envie d'aller dans tel ou tel pays, des deux côtés, pour des raisons politiques, pour des raisons universitaires. Et il y a de la migration subie pour des raisons économiques, on n'arrive plus à vivre, et pour des raisons climatiques, et ça existe aujourd'hui, la région du lac Tchad en est un exemple cruel, et pour des raisons politico-militaires, parce qu'on subit la guerre. Et là, c'est l'asile. Tant qu'on mélange tous ces chiffres-là, on essaie de traiter avec des instruments qui sont très différents et des réalités de vie, des choses qu'il ne faut absolument pas mélanger. Votre question, j'essaie de remettre chaque chose à sa place, mais j'insiste sur ce point, l'Afrique est un continent de migration et ça le restera. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on essaie de répondre au point que vous évoquez, c'est de dire les diasporas sont un facteur de développement de l'Afrique. Et ça, vous avez raison, ce qui a été d'ailleurs la double peine, en quelque sorte, pour le continent africain pendant la crise Covid, c'est que toutes les diasporas en Europe et ailleurs, qui sont des éléments clés du soutien à l'activité familiale et économique de leur pays, ont été totalement bloquées par le Covid. Et donc, même quand on a continué les financements publics, le financement privé s'est complètement effondré et ça a encore appauvri des pays qui avaient les conséquences économiques et sociales du Covid-19 en Afrique. Il ne faut jamais l'oublier parce que c'est ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé en 2021. Donc la première chose, c'est qu'on doit reconnaître ces chiffres. On doit, nous, avoir une approche beaucoup plus transparente sur les migrations de travail, en partenariat avec les pays, et on doit construire le cadre de cette relation de financement privé. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Je veux saluer le travail que fait Sira Silla parce qu'elle a beaucoup fait en tant que parlementaire sur ce point avec Bercy. Elle s'est aussi beaucoup parfois heurtée à nos propres conservatismes. On n'est pas allé au bout de notre boulot, nous. Je vous le dis franchement. Et donc, les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure sont vrais. Ça dépend des réseaux. Mais aujourd'hui, il y a encore des transferts qui sont beaucoup trop coûteux, qui ne sont pas assez sécurisés et qui pénalisent de la solidarité familiale. Or, c'est plutôt notre intérêt en termes justement d'investissement solidaire de lui donner un cadre. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire en lien avec l'AFD, dont on changera le nom, et en lien avec notre système bancaire pour véritablement accompagner ces transferts qui sont du vrai co-développement. Ça, c'est une vraie stratégie. On l'a identifié, on a commencé à y bosser. Vous avez des parlementaires vraiment qui ont commencé à y suer sang et eau. Et Achille en parle avec ses co-auteurs dans le rapport, et je pense qu'il faut la progresser. Vous avez évoqué, et avant vous d'autres l'ont fait, cette maison, justement, des mondes africains et des diasporas. Je pense que c'est une très belle idée. Et je pense que c'est... L'idée est d'avoir un épicentre. Je pense que l'épicentre doit être à Paris, doit être au cœur vraiment des institutions de la représentation. Je pense qu'on doit y intégrer un aspect scientifique, culturel, éducatif, mais aussi économique, et y agréger beaucoup d'initiatives. Il faut que ça travaille très étroitement, évidemment, avec ce qu'on fait par ailleurs,
l'AFD et le reste. Mais il faut qu'il puisse y avoir des quartiers généraux aussi sur des territoires ailleurs dans l'Hexagone et outre-mer d'ailleurs, parce qu'on a aussi une France d'outre-mer que je ne voudrais pas qu'on oublie. Quand on parle... Je trouve que Claudie n'en parlait pas beaucoup. Ouais. C'est mon tacle retour. Non, mais je pense que c'est très important parce que c'est aussi une chance. Et je pense que c'est une manière aussi, on en parlait tout à l'heure pour nos grands auteurs et nos grands écrivains et écrivaines françaises, mais je pense que c'est une immense chance pour continuer cette conversion. Et donc, cette maison des Afriques et des diasporas, là aussi, c'est un projet que je veux qu'on mette en place. Donc, on va le mettre en place. On va confier son pilotage à une personnalité indépendante, qui pourrait être Achille Mbembe. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle consolide ces initiatives, mais qu'elle puisse aussi animer tous nos territoires hexagonaux ultramarins en lien, justement, avec tous ces imaginaires. Et que ce travail que vous avez fait, l'engagement que vous avez pris, le travail d'Africa 2020 et de la saison qu'on a mis en place se poursuive aussi à travers je dirais, ce lieu ou cette concentration de lieux. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Merci infiniment. Sinzo, souhaitez prendre la parole. Monsieur le Président, alors moi j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le sujet précédent. Et en fait, on avait une interpellation particulière, Sandrine et moi. Je vais la laisser tout à l'heure formuler clairement la question à l'issue de cette interpellation-là. C'est qu'il ressort clairement de ce que vous avez dit, enfin, de ce que vous décrivez comme rapport avec vos collaborateurs sur le continent, vos interlocuteurs. Il ressort également comment dire, là, on est dans un sommet, par exemple, Afrique-France. On est en train de traiter Il faudrait parler un peu plus fort, beaucoup plus fort. Ah oui, enfin, je pensais que le micro suffisait à porter le... Non, il ne peut pas tout. Et donc, en fait, on est dans des assises, là, qui sont quand même d'une nature aussi qui interpelle Afrique-France. C'est-à-dire qu'il apparaît clairement que beaucoup d'États sur le continent sont en échec dans leur mission vis-à-vis de leur population. Dans beaucoup de ces États, l'action politique est d'une qualité déplorable. Les animateurs politiques également. Mais cet état de fait n'est pas uniquement... il y a une responsabilité partagée, je dirais, dans cette situation. Donc, il y a une responsabilité de notre part, parce que, bien entendu, ces dirigeants sont des Africains, ils sont issus de leur peuple et sont dans ce contexte-là. Mais il y a également quand même une responsabilité historique de la part de beaucoup d'États occidentaux, notamment la France. Moi, je pense au cas, par exemple, au Congo, de l'assassinat de Lumumba, par exemple. Il y a eu beaucoup d'assassinats de personnalités, enfin en tout cas d'hommes politiques sur le continent, au lendemain des indépendances. Je conclus. Au lendemain des indépendances. Et on passera la parole à Sandrine pour poser la question. En fait, moi, je me disais qu'on a évoqué tout à l'heure avec force les figures de la société civile et les organisations de la société civile comme alternatives. Mais également, moi j'y pense également comme éventuellement équilibre même sur les scènes politiques locales, donc pour que la vie démocratique se développe et qu'il n'y ait pas d'affirmation de puissance constamment, parce que c'est quand même aussi des pays dans lesquels le contexte... Je n'aime pas couper la parole, mais comme vous êtes en duo tous les deux, et j'ai l'impression que tu vas faire un solo, alors peut-être que Sandrine... Je suis en train de chuter. Non, mais vraiment. Je chute.
C'est-à-dire qu'on est dans un contexte clairement où On a compris le l'histoire